Voilà, je voudrais aborder ici le troisième moment du peuple méthode, à savoir la question de la décision. Donc, je rappelle que cette méthode démocratique que j'avais déterminée dans les séances précédentes comporte 4 moments indispensables. Il faut, pour qu'il y ait peuple de la démocratie, il faut qu'il y ait cette démarche propre à ce régime, d'une part des élections, on avait vu cette séance-là dans une séance précédente, d'autre part des délibérations, troisièmement, ce que nous allons voir à présent, des décisions, et quatrièmement, de la reddition de comptes, ça sera l'objet d'une quatrième séquence. Alors cette décision démocratique, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait qu'elle est aujourd'hui très problématique. La démocratie est dans une situation où cette dimension du kratos, la décision du pouvoir, est aujourd'hui assez largement délégitimée, pas simplement pour des questions idéologiques, mais aussi pour des questions de contexte. La promesse démocratique, c'est la promesse de la maîtrise du peuple de son destin. Et le sentiment qui prime aujourd'hui, c'est que ce destin lui échappe. Il lui échappe, disons, de tous les côtés, à la fois dans un contexte de mondialisation où les sphères de décision se sont démultipliées, hein, on pourrait dire les choses ainsi. Il y a, disons, une cinquantaine, et a fortiori une centaine d'années, le nombre de décideurs qui pouvaient, j'allais dire, infléchir l'histoire mondiale était en nombre relativement restreint. Je comptais sur les 10 doigts, les doigts de 10 mains, on va dire. Et ils avaient la possibilité, en prenant une décision, d'infléchir la totalité de l'histoire mondiale. Aujourd'hui, le nombre de sphères de décision qui peuvent, chacune à son échelle, changer les choses, s'est totalement démultiplié. Et il ne s'agit pas simplement des politiques, mais aussi des puissances économiques, des puissances éventuellement médiatiques, des ONG. Vous avez un nombre de décideurs qui s'est démultiplié et qui donne le sentiment aux citoyens des démocraties eh bien qu'aujourd'hui, effectivement, les choses se décident ailleurs que près de lui. Et ça produit effectivement une angoisse très forte, puisque le destin semble échapper à chacun. Et donc, ce contexte de mondialisation, ce contexte où l'on voit émerger des puissances financières redoutables, qui ont parfois plus de pouvoir que certains États, ce contexte aussi de risque et de danger qui ne concerne pas simplement un pays, un territoire, mais la totalité de la planète, eh bien, tout cela témoigne du fait que la décision est à la fois appelée, espérée, et en quelque sorte, elle est aussi perçue de manière inquiète. Parce que ces petites décisions qui nous échappent, on est prêt effectivement à y résister ou on les voit avec suspicion. D'où l'extrême ambivalence du statut de la décision dans l'univers démocratique et plus encore dans les démocraties libérales. Ce qui fait que cette dimension de la décision est aujourd'hui très problématique. Avec encore une fois cette ambivalence. D'un côté, la décision, quand elle est prise, bien, on est contre. Voilà, parce que la citoyenneté nous semble être l'exigence d'opposition, soit en même temps l'idée que nous espérons en quelque sorte cet homme providentiel, ce personnage providentiel, homme ou femme, qui, d'une certaine façon, prendra les bonnes décisions et incarnera l'autorité. Et on trouve dans les situations, dans les sociétés démocratiques contemporaines, tous les sondages le montrent d'ailleurs de manière palpable, une espèce d'aspiration au personnage politique, au politique quel qu'il soit, qu'il saura tout changer. Et donc à la fois critique de la décision et en même temps éloge du grand décideur, nostalgie du grand décideur qui nourrit ce qu'on appelle les populismes. Alors, pour essayer de prendre un peu de recul et comprendre cette ambivalence en démocratie, je crois qu'il faut revenir un tout petit peu sur la structure même de la décision politique, qui est en fait à y réfléchir philosophiquement, pas du tout évidente, à vrai dire. Essayons d'identifier les moments de cette décision. Et c'est vrai que par rapport à cette question, on pourrait être tenté d'aller voir du côté de ce qu'on appelle les théories de la décision. Alors, je suis plein d'admiration pour les théoriciens de la décision, parce que je trouve que c'est souvent extrêmement fin, très profond. Simplement, vous voyez bien que ces théories de la décision manquent d'une certaine façon leur objet.
parce que la théorie, c'est théorique. La décision, c'est pratique. Et faire une théorie de la pratique, c'est souvent rater, en quelque sorte, son objet. Par ailleurs, l'essentiel des théories de la décision nous incite à penser que nous croyons décider, mais qu'en fait, nous ne décidons pas. Qu'il y a des mécanismes inconscients, neurologiques, ou des mécanismes sociaux qui font que ces décisions s'expliquent, en général après coup, et d'une certaine façon montrent que notre marge de manœuvre en matière de décision n'existe pas, puisque c'est un flux de détermination derrière nous qui cause notre décision. Alors, hélas, si je puis dire, les théories de la décision n'aident pas à prendre de décisions. Elles permettent de les comprendre, éventuellement de les expliquer, enfin de les expliquer plus exactement, mais jamais vraiment ni de les comprendre, ni vraiment de les prendre. Et donc, si on réduisait la décision à ce qu'en disent les théories, on pourrait dire qu'on n'aurait même pas besoin de politique, à vrai dire, puisque la politique est le lieu par excellence de la décision. Pour qu'il y ait décision, il faut d'une certaine façon penser à la fois une crise et un commencement. C'est le premier moment de l'idée de décision. Crise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'individu soit dans une situation de dire le flux normal et habituel des circonstances m'oblige à faire un acte, quel qu'il soit, peut-être ne pas choisir d'ailleurs, mais faire un acte qui m'incite à potentiellement changer les choses. Il y a deux options possibles, il faut que je tranche. Vous voyez, la délibération présentait les options, la décision tranche entre ces deux options. Donc il y a crise et il y a commencement. C'est d'ailleurs ce que disait dans un très beau texte Xénophon, autre disciple de Socrate, qui racontait la manière dont, alors qu'il était avec les troupes grecques mercenaires auprès du Perse Cyrus le Jeune, la bataille s'était pas très bien passée, même si les Grecs en étaient sortis victorieux. Les chefs grecs avaient été exécutés par le vainqueur de Cyrus le Jeune, et il y avait une espèce d'apathie qui s'était emparée du camp grec, jusqu'à ce que Xénophon se dise « c'est pas possible, il faut faire quelque chose ». Et il se réveille brutalement dans la nuit, il prend conscience qu'il faut agir, il prend la décision, il harangue ses troupes, et ces troupes sont motivées, remobilisées, et ensemble, elles vont retraverser une bonne partie de la Mésopotamie pour remonter jusqu'à la mer grecque. C'est le fameux cri « Thalassa, Thalassa », quand les Grecs arrivent et voient la mer, ils sont d'une certaine façon arrivés chez eux. Et donc, il a fallu une décision, un commencement, issu d'une crise. C'est le premier moment de la décision, premier moment de la structure décisionnelle. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que des décisions, si je peux dire, on peut en prendre très souvent. Si elles ne sont pas suivies des faits, ça n'a aucun sens. Pour un exemple très trivial, si vous décidez de faire un régime, voilà, vous pouvez décider de faire un régime plusieurs fois par jour, mais si vous le faites uniquement entre les repas, ça n'aura aucun impact. Donc la décision est une bonne chose, prendre une décision, trancher, mais l'application de la décision en est une autre. Ça s'appelle la résolution. Je cite ce petit texte du cardinal de Ray dans ses mémoires, qui dit la chose suivante: « Il y a loin de la velléité à la volonté, de la volonté à la résolution, de la résolution au choix des moyens, du choix des moyens à l'application. » Ce qui indique bien le deuxième moment de la décision. Une décision, c'est trancher à un moment donné, mais il faut trancher dans le temps. Et ça engage en effet de la résolution, être constant dans sa décision, ne pas changer de décision à tout moment. Résolution, ça suppose aussi l'intelligence, c'est-à-dire le choix des moyens pour faire en sorte que, vous voyez, on peut taper sa tête contre un mur pendant très très longtemps, ça n'aura aucun effet. Il faut savoir quel est le moyen, peut-être pour ouvrir une porte. Il ne suffit pas d'être résolu ou têtu, il faut aussi avoir des bons moyens. Et puis, enfin, l'application, c'est-à-dire l'art d'exécuter, comme on dit, ces moyens. Donc, il y a deuxième moment de la décision, après trancher, il faut être résolu. Et c'est un point qui est extrêmement difficile d'ailleurs en politique. Souvent, on dit d'ailleurs que tout le monde sait ce qu'il faut faire,
pour les retraites, pour l'écologie, mais la grande question, c'est de savoir comment faire. Et cette distinction entre que faire et comment faire, c'est tout le problème de la politique. Pour sauver l'économie, pour sauver la planète, tout le monde sait quoi faire. Je pense, même si ce n'est pas totalement certain, enfin, il y a toute une série d'idées qui circulent, la question de savoir comment on les applique, voilà le vrai enjeu. Et si on se focalise sur le que faire en négligeant le comment faire, en effet, on n'arrivera jamais à quoi que ce soit. C'est le deuxième moment. Troisième moment de la décision, moment tout à fait indispensable, et qui désigne proprement parler la décision politique, c'est la dimension de commandement. De commandement, c'est-à-dire que décider en politique, c'est pas simplement décider pour soi. C'est pas simplement être résolu pour soi. C'est aussi la capacité de commander, ce qui est très problématique dans l'univers démocratique, parce que le commandement implique une espèce de hiérarchie, une aristocratie, voire une oligarchie, ce que les démocrates détestent. Et donc, le grand problème de la démocratie, c'est de conserver cette dimension de commandement entre égaux. À vrai dire, le problème n'est pas très compliqué, et Aristote l'avait lui-même parfaitement formulé. Il disait, en substance, en démocratie ou dans la cité, il faut que ce soit à la fois les mêmes qui commandent et qui obéissent, simplement à tour de rôle. Que la fonction de commandement et la fonction d'obéissance soient des fonctions non pas figées, mais d'une certaine façon en constante rotation, ce qui d'ailleurs engage un principe politique absolument décisif. Pour bien savoir obéir, il faut savoir commander, et pour bien savoir commander, il faut savoir obéir. D'une certaine manière, le meilleur politique, s'il n'a pas idée de l'obéissance qu'il demande à ses concitoyens, et le meilleur citoyen, et qui n'a pas idée du rôle et de la difficulté de l'art politique, eh bien, sont tous les deux voués à l'échec, et c'est, il faut le dire, assez largement ce qui arrive aujourd'hui. Donc on a déjà, vous le voyez, trois dimensions très importantes de la décision: crise et commencement, résolution et application, et puis cette dimension de commandement qui est particulièrement problématique en démocratie. J'en ajouterai une quatrième qui est tout à fait importante et qui est, si je puis dire, la dimension du tragique, qui est propre à la décision politique. On dit souvent d'ailleurs qu'en politique, il n'y a pas un choix entre la bonne et la mauvaise décision, mais entre la mauvaise et la pire. Et c'est ça l'enjeu du tragique. Si on n'avait pas besoin de décider mal, ou de décider entre le mal et le pire, j'allais dire qu'on n'aurait pas besoin de politique. La morale suffirait, ou le droit suffirait pour agir. Mais justement, la politique est ce lieu où aucune bonne solution n'existe. C'est pourquoi il faut aussi prendre conscience que toutes les décisions politiques qui seront prises feront l'objet d'une opposition. Plus ou moins importante, mais d'une opposition. C'est structurel. Ça, c'est la dimension du tragique. Et je voudrais citer un texte d'un politique qui me semble parfaitement résumer cette dimension tragique de la décision politique. C'est un texte issu des mémoires du chancelier allemand Gerhard Schröder, dont le titre, d'ailleurs, en allemand est Entscheidungen, c'est-à-dire décision. Entscheidungen. Le mot allemand, d'ailleurs, est un mot très significatif, puisqu'Entscheidung, ça veut dire trancher, comment on tranche. La scène se passe en 1999. Le numéro 2 du gouvernement, Oskar Lafontaine, vient de démissionner, donc l'aile gauche du SPD, du Parti socialiste allemand, tandis que Schröder incarne plutôt l'aile droite, on va dire. Très divisé, ce parti, parce que l'Allemagne est confrontée à l'impératif ou la nécessité d'une intervention militaire allemande au Kosovo. C'est le moment de la guerre de Yougoslavie, ex-Yougoslavie, et pour la première fois, l'Allemagne est confrontée à justement une intervention militaire potentielle à l'extérieur, ce qui évidemment rappelle de très très mauvais souvenirs. Et donc la question se pose de savoir comment agir. Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? Et de ce point de vue-là, après le départ de Oskar Lafontaine, Schröder demande à tous les anciens du SPD de se réunir et
notamment une grande figure du SPD allemand qui s'appelle Erhard Epler. Voilà ce que dit Erhard Epler à la question posée par Schröder. Je crois que c'est une analyse extrêmement profonde de la difficulté de décider en démocratie. Le mouvement de 1968 nous a apporté beaucoup de nouveautés et beaucoup de bonnes choses. Mais il en a aussi enseveli certaines, notamment le sens du tragique. Nous en sommes venus à qualifier de tragique tout ce qui est triste. Non, une situation est tragique si l'on se rend coupable, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Antigone et Créon, parenthèse de ma part, Antigone et Créon, tous les deux raison et tous les deux tort. À chacun, d'une certaine façon, ils sont en quelque sorte coupables, soit devant la cité pour Antigone, soit devant les dieux pour Créon. Le conflit est insoluble. Ce sont des conflits où il n'y a pas de bonne solution, que des mauvaises. Une situation est tragique, je reprends la lecture, si l'on se rend coupable, quoi qu'on fasse. Bien sûr qu'on devient coupable quand on largue des bombes. Mais la seule question qui vaille, c'est de savoir comment on peut se rendre plus coupable encore. C'est la raison pour laquelle, poursuit Epler, ce parti doit maintenant supporter ce conflit tragique auquel il n'est absolument pas préparé. Il doit apprendre ce qu'est une décision tragique et il doit le supporter de telle sorte que chacun reconnaisse sur les motifs de l'autre que les motifs de l'autre sont également bons. Puis, le gouvernement doit agir. J'ai le sentiment qu'il agit de façon que nous devenions un peu moins coupables que si nous ne faisions rien. Donc, j'en conclus, intervenons au Kosovo, militairement. Vous voyez, cette dimension du tragique est tout à fait indispensable, tout à fait importante, et c'est aussi ce qui rend la décision toujours contestable. Vous voyez, grande difficulté de cette structure décisionnelle du politique, et ce en quoi elle est problématique en démocratie, il faut un commencement, il faut de la résolution, c'est-à-dire du temps, il faut également du commandement, ce que la démocratie n'aime pas beaucoup, et il faut ce sens du tragique. Vous voyez pourquoi, sur ces 4 points, on peut considérer que la décision est en démocratie très difficile. Non pas de manière circonstancielle, mais de manière structurelle. Et donc il faut, d'une certaine façon, si l'on veut défendre le pouvoir du peuple, préserver cette place de la décision dans la démocratie, qui est très difficile parce que la démocratie est tentée, et c'est la plus grande critique qui a été faite à l'égard de la démocratie depuis Platon et Aristote, est confrontée à ce qu'on peut appeler l'impuissance publique. L'impuissance publique, c'est-à-dire l'incapacité de prendre cette décision. C'est une vieille critique qu'on retrouve constamment quand la démocratie a été contestée. On a dit c'est l'anarchie. L'anarchie, c'était ça le reproche. On ne peut pas prendre de décision. Et on peut dire que les deux tentations existent toujours aujourd'hui. D'un côté, ce qu'on peut appeler l'indécision. L'indécision, c'est d'une certaine manière le fameux retour de Munich, où effectivement on n'a pas su s'opposer à Hitler en 1938, et que ce retour de Munich, effectivement, présageait la guerre. Le retour de Munich est parfaitement identifié et formulé par Churchill. Donc c'était Édouard Daladier qui rentrait de Munich, en croyant qu'il allait se faire hacher par la population, et tout le monde lui dit « sauveur de la paix, sauveur de la paix ». Voilà le commentaire de Churchill à ce propos. Si je le retrouve, le commentaire de Churchill, c'est « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. » Et c'est ce que disait Machiavel à propos de ce qu'il appelait les républiques faibles. Ce que les républiques faibles peuvent faire de pire, c'est d'être irrésolues. Et si jamais il leur arrive de faire quelque chose de bien, elles le font forcer et non à cause de leur prudence. C'est une sorte de réminiscence du texte de Périclès que j'avais cité la dernière fois, mais cette fois-ci contre la démocratie. Alors cette tentation de l'indécision, elle est réelle. C'est pas la seule. Il y a une autre tentation, et je terminerai par là, qui est la tentation de la décision automatique. Décision automatique qui consiste à dire qu'on va inventer les procédures administratives, économiques, pour ne plus avoir à décider.
on va, vous voyez, un emblème de ces décisions automatiques, c'est de dire, mettons la règle d'or budgétaire dans la Constitution. Comme ça, on ne se posera plus la question, il faudra que le budget soit un budget toujours à l'équilibre. Ce qui peut être sensé, mais dans certaines circonstances, le budget doit être peut-être en déséquilibre, ne serait-ce que dans les situations de guerre ou des situations de crise grave. Et donc, vous voyez, la tentation qu'on remette du côté, par exemple, du juridique ou de l'économique, les clés. Et que le politique n'ait plus à décider, précisément parce que la décision, c'est douloureux. Ça va marcher tout seul, ça va le faire tout seul. Ce sont les juges qui vont gouverner, qui vont décider. Ce sont les acteurs économiques qui vont décider. Et nous ne déciderons pas. Cette tentation est très forte. Et voyez pourquoi elle est très forte. Parce que précisément en démocratie, la décision est difficile. Donc le grand défi des démocraties, et notamment aujourd'hui, c'est de préserver cette place de la décision. Et j'en indiquerai quelques pistes sur la manière de le faire dans le cours de conclusion.